Aujourd'hui, on est vendredi, nous sommes le 5e jour et dernier jour de la petite semaine, on va dire. La semaine des pionniers, on peut l'appeler comme ça dans In Clients We Trust. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Steve Munga, fondateur et président de Cinekin. Alors avant que Steve nous rejoigne, très brièvement, Cinekin c'est quoi? C'est le premier cinéma aux standards internationaux à Kinshasa en fait, tout simplement. Donc typiquement, si vous avez déjà été au cinéma dans d'autres pays du monde, en dehors de l'Afrique en particulier, vous vous rendez bien compte qu'être dans une salle de cinéma, c'est avoir tout un confort, une qualité de son, d'être vraiment enseveli dans un film et de vivre une expérience commune avec d'autres de très haute qualité qu'on n'a nulle part ailleurs qu'au cinéma, par définition. Et il se trouve que jusque-là, il n'y en avait pas en RDC, qu'il n'y en avait en fait jamais eu. Ce qu'ils faisaient en RDC, c'était de mettre des gens les uns derrière les autres et de dresser, je pense, un drap ou quelque chose du genre pour regarder en fait une vidéo projetée au projecteur simplement. Et donc voilà, il se trouve que Steve Munga s'est dit c'était vraiment quelque chose qui manquait en RDC. En plus, la programmation des films, c'était pas nécessairement des films qui sortaient au moment où ils sortaient ailleurs dans le monde. Et donc il s'est dit stop, j'ai envie que les choses soient différentes. D'où la naissance de Cinekin en 2016. Et ça a commencé lentement mais sûrement avec une salle d'abord qui était ouverte quelques jours de la semaine, mais pas tous les jours. C'était la salle du centre culturel Boboto, pour ceux qui le connaissent. Et le succès a été presque immédiat, de telle sorte que rapidement après, je pense en 2017, un véritable complexe maintenant de plusieurs salles a été ouvert au mall. C'est le premier mall là au centre-ville, et maintenant tout récemment un autre complexe, ou en tout cas une autre salle un peu VIP qui a été ouverte à un autre mall, le CTC. Ah, je vois, Steve nous a rejoint. Bonjour Steve. Bonjour. Est-ce que tu nous entends correctement? Est-ce que tu m'entends correctement? Oui, je t'entends. Ok, d'accord. Ben, écoute, on essaye, on va essayer comme ça, hein, c'est le plaisir du direct. On va simplement te demander ton parcours de manière générale et comment tu en es arrivé à créer Cinekin. Alors moi, j'ai grandi en Belgique. Je suis parti d'ici quand j'avais 7 ans à cause des pillages de 1991. Et donc je suis arrivé en Belgique, j'ai grandi là-bas, j'ai étudié là-bas. Et donc j'ai fait des études en sciences, économie et gestion. Et je me suis lancé directement dans tout ce qui était business developer, marketing, et tous les projets qui étaient liés au niveau du commercial. J'ai beaucoup développé là-dedans. J'ai travaillé pour plusieurs multinationales comme Accenture, Suzuki, Icewatch, Microsoft, une succursale de Google. Puis à un moment donné, j'ai décidé de devenir entrepreneur. Et donc j'ai lancé quelques initiatives en Belgique, mais ça n'a pas eu beaucoup de succès. Mais je n'ai pas abandonné. Je me suis dit que je voulais continuer à être entrepreneur. Et mon destin, on va dire, s'est accompli quand j'ai décidé de retourner au Congo en 2015. Et là, j'ai vu l'opportunité de me lancer dans l'industrie du cinéma. Et comme je suis un passionné du cinéma, je me suis dit en tout cas que je n'allais pas manquer cette opportunité-là. Et donc je me suis lancé là-dedans. Nickel. Alors le cinéma, c'est quand même quelque chose de lourd comme industrie. Comment est-ce que tu as fait pour démarrer? Parce que il y a quand même un monde entre te dire voilà, je vais faire un cinéma à Kinshasa et effectivement le mettre sur pied. Comment est-ce que tu as fait pour récolter des fonds? Comment est-ce que tu as fait pour rendre ça réel? Alors d'abord, ça a commencé avec une volonté. Donc tout est une question de motivation, de passion et de persévérance. Donc j'avais la motivation de me dire que j'allais réussir. Et dès que j'ai commencé le cinéma, dans ma tête, je m'étais déjà dit ok, je vais réussir, il n'y a pas moyen que je rate quoi. Donc j'ai été convaincre plusieurs personnes de donner des petits fonds. Donc c'était 5 $ par-ci, 10 $ par-ci grâce à des campagnes comme Kickstarter. J'ai été demander des fonds à des amis, j'ai été demander des fonds à des communautés, etc. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. Donc j'ai récolté plusieurs fonds et ça m'a permis de lancer Cinekin avec les premiers fonds. Et une fois que tu as lancé Cinekin, est-ce que ça a été facile avec les fonds que tu avais de lancer la machine ou tu as connu d'autres difficultés particulière à côté de l'argent? Ça n'a pas été facile du tout parce que... Bonjour Steve. Bonjour. Est-ce que tu nous entends correctement? Est-ce que tu m'entends correctement? Oui, je t'entends.
Ok, d'accord. Ben, écoute, on essaye, on va essayer comme ça, hein, c'est le plaisir du direct. On va simplement te demander ton parcours de manière générale et comment tu en es arrivé à créer Cinékin. Alors moi, j'ai grandi en Belgique. Je suis parti d'ici quand j'avais 7 ans à cause des pillages de 1991. Et donc je suis arrivé en Belgique, j'ai grandi là-bas, j'ai étudié là-bas. Et donc j'ai fait des études en sciences, économie et gestion. Et je me suis lancé directement dans tout ce qui était business developer, marketing, et tous les projets qui étaient liés au niveau du commercial. J'ai beaucoup développé là-dedans. J'ai travaillé pour plusieurs multinationales comme Accenture, Suzuki, Icewatch, Microsoft, une succursale de Google. Puis à un moment donné, j'ai décidé de devenir entrepreneur. Et donc j'ai lancé quelques initiatives en Belgique, mais ça n'a pas eu beaucoup de succès. Mais je n'ai pas abandonné. Je me suis dit que je voulais continuer à être entrepreneur. Et mon destin, on va dire, s'est accompli quand j'ai décidé de retourner au Congo en 2015. Et là, j'ai vu l'opportunité de me lancer dans l'industrie du cinéma. Et comme je suis un passionné du cinéma, je me suis dit en tout cas que je n'allais pas manquer cette opportunité-là. Et donc je me suis lancé là-dedans. Nickel, nickel. Alors le cinéma, c'est quand même quelque chose de lourd comme industrie. Comment est-ce que tu as fait pour démarrer? Parce que il y a quand même un monde entre te dire voilà, je vais faire un cinéma à Kinshasa et effectivement le mettre sur pied. Comment est-ce que tu as fait pour récolter des fonds? Comment est-ce que tu as fait pour rendre ça réel? Alors d'abord, ça a commencé avec une volonté. Donc tout est une question de motivation, de passion et de persévérance. Donc j'avais la motivation de me dire que j'allais réussir. Et dès que j'ai commencé le cinéma, dans ma tête, je m'étais déjà dit ok, je vais réussir, il n'y a pas moyen que je rate, quoi. Donc j'ai été convaincre plusieurs personnes de donner des petits fonds. Donc c'était $5 par-ci, $10 par-ci grâce à des campagnes comme Kickstarter. J'ai été demander des fonds à des amis, j'ai été demander des fonds à des communautés, etc. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. Donc j'ai récolté plusieurs fonds et ça m'a permis de lancer Cinékin avec les premiers fonds. Et une fois que tu as lancé Cinékin, est-ce que ça a été facile avec les fonds que tu avais de lancer la machine ou tu as connu d'autres difficultés particulières à côté de l'argent? Ça n'a pas été facile du tout parce que les fonds c'est une chose, mais il y a beaucoup de challenges dans d'autres grands pays. Un des premiers challenges c'est le management. C'est très difficile d'arriver à une correspondance en termes de management avec les équipes qui sont ici parce que on n'a pas nécessairement les mêmes visions, donc il fallait déjà faire en sorte qu'on ait les mêmes visions. J'ai eu aussi d'autres difficultés dans tout ce qui était la maîtrise du business, parce que quand vous lancez en général une idée innovante ou quelque chose que vous n'aviez jamais fait ou que vous arrivez dans un endroit où il n'y a personne en terre inconnue, vous devez tout apprendre sur le tas. Il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de quelqu'un chez qui vous pouvez copier, faire comme lui. Vous devez tout créer. Vous devez créer les produits, vous devez créer les services, vous devez créer la manière dont vous allez vendre, la gestion de trésorerie, la gestion administrative, la gestion comptable, le marketing. Donc voilà, mais comme il y avait la motivation, évidemment, mais il y avait aussi la passion, parce que j'adorais faire ça. Donc ça m'a aidé à le faire. Et il y avait le côté aussi persévérance, parce que même quand c'était difficile, je trouvais en moi de l'énergie assez suffisante pour me lever encore le matin et me dire « Ok, je continue le combat, quoi. » Et tout ça à Kinshasa, dans un environnement déjà particulièrement hostile en soi. Comment est-ce que tu as fait pour faire tout ça à Kinshasa? Est-ce que tu avais déjà un environnement de support ou bien toi-même tu as dû le construire en plus de tout le reste? J'ai dû le construire parce que c'était pas facile. Quand je suis arrivé ici à Kinshasa, moi je n'avais aucun bien. Je n'avais personne chez qui aller, donc j'ai été chez une tante au début. Donc c'était très difficile parce qu'elle habitait très loin. Donc même le transport et tout, c'était pas facile. Moi j'étais habitué à un contexte où on paye un petit abonnement et on peut prendre des transports en commun. Là, je suis arrivé à un endroit, il faut payer tous les jours, etc. C'est pas facile, on est beaucoup, on est coincé dans des petits espaces où on est à beaucoup. Donc, vous aviez un rendez-vous important, mais vous étiez dans une situation difficile. Donc, au début, j'ai vraiment voulu me battre. J'ai voulu passer par toutes ces étapes aussi, parce que voilà, c'était la meilleure manière aussi de connaître comment vivent les gens ici. Et donc, ça n'a pas été facile. J'ai construit mon environnement petit à petit. Donc, on a commencé d'abord par le Boboto, puis après, on a été au premier mall, et aujourd'hui, on a aussi le CTC. Et donc, c'est vraiment avec le temps, petit à petit, qu'on a progressé. Et c'est vrai que Kinshasa est un environnement hostile, mais c'est aussi un environnement qui a beaucoup d'opportunités, beaucoup plus que dans certains pays. Nous sommes un pays où il y a tout à faire, nous sommes un pays où il y a tout à construire, nous sommes un pays où les gens ont beaucoup de motivation parce qu'ils veulent sortir de leur situation précaire. Et quand vous arrivez à canaliser cette énergie-là et à les mettre dans une bonne cause,
ça vous permet de faire vraiment des miracles. Ok, en effet. Et une fois que tu as réussi à mettre ça sur pied, qu'il y avait effectivement un cinéma, comment est-ce que tu as fait pour faire venir les gens, puisque c'était le premier cinéma, les gens étaient habitués à toute une série de choses, mais pas à ça. Effectivement, ça a été le premier challenge. C'était de se dire comment vendre du chocolat à celui qui n'a jamais goûté le sucre et comment lui décrire le goût de cela. Parce que quand vous venez et que vous créez un cinéma dans un pays où il n'y en a pas, vous allez l'expliquer comment. Vous allez leur dire, écoutez, c'est une salle Dolby Surround, ils ne savent pas ce que c'est. Vous allez leur dire que c'est du 4K, c'est une qualité, machin, ils ne savent pas. Donc il a fallu trouver des méthodes pour pouvoir faire de l'apprentissage au niveau du marketing, en termes d'analogie, de métaphore. On expliquait aux clients, écoutez, les clients qui vous disaient, oui, mais nous, on connaît, on a Canal+, on connaît le cinéma, c'est nul, on a le cinéma à la maison, enfin, ou bien on a déjà été dans des cinémas ici, et comme ils avaient été tranqués tout le temps, il fallait leur montrer ça. Alors, nous, on donnait par exemple des exemples, on disait, ok, très bien, qui dans cette pièce ici a un smartphone? Alors, tout le monde levait la main, évidemment. On disait, ok, qui a déjà utilisé les anciens téléphones analogiques avec les touches et tout? Oui. Est-ce que vous voudriez aujourd'hui, que vous connaissiez le smartphone, réutiliser les téléphones analogiques? Tout le monde disait non. On dit, voilà. Le cinéma, c'est ça. C'est que ce que vous connaissez, c'est le téléphone analogique. Nous, on est le smartphone de la télé, on va dire. Et donc, si vous venez tester l'expérience du cinéma, vous allez découvrir une nouvelle expérience en termes de cinéma, de film. Et ça va vraiment changer votre manière de voir un film. Et donc, les gens, ça a attiré leur curiosité. Donc, il fallait trouver une manière de communiquer à une personne qui est en face de vous. Et pas donner un message technique qu'ils vont pas comprendre. Le deuxième truc, c'était évidemment d'avoir un cœur de cible. Alors, beaucoup de gens au début disaient, oui, mais ils touchent les expats, la diaspora, etc. Alors ça, effectivement, c'était très stratégique. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, comme il est difficile de vendre du chocolat à celui qui n'a jamais goûté du sucre, autant essayer de vendre du chocolat à celui qui connaît le goût du chocolat, qui lui va peut-être convaincre à celui qui est à côté de goûter le chocolat. Et donc, qui connaissait le cinéma? C'était forcément la diaspora, les expats, qui eux ne pouvaient pas me dire, oui, mais on a Canal, oui, mais on a Netflix, parce qu'ils savent la différence. Ils savent que ce n'est pas la même chose. Ils savent que le son est différent, les pop-corn, l'ambiance, tout est différent. Et donc c'est ceux-là qui, petit à petit, ont amené les gens. Il faut pas croire que ça a toujours été un succès. Au début, quand on a commencé Nouveauté, on était à 5 dans la salle, hein, mais on était là, on disait, ça va aller. Donc il y a quand même eu cette période-là. Ah oui, cette période-là, elle a duré quelques mois. C'était la période où nous, on y croyait. Il y a eu des gens de mon équipe qui n'y croyaient pas, qui partaient, des personnels qui se disaient, ouais, mais le projet, il est nul, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et ils partaient, des sponsors qui nous lâchaient. Ils ne pensaient pas que ça allait marcher. J'ai même été voir un sponsor dont je peux pas dire le nom aujourd'hui, mais qui nous a dit, mais ton idée est complètement idiote. Je veux dire, si c'était une bonne idée, quelqu'un l'aurait fait, nous on l'aurait fait, d'autres gens l'auraient fait. Et donc, jamais un Congolais va vouloir prendre de son argent pour aller voir un film, alors qu'il peut le télécharger gratuitement. Donc, il y a eu tous ces gens-là. Mais nous, il faut garder à l'esprit que des fois, une idée même qui peut paraître idiote ou une sottise pour les autres peut avoir une grandeur derrière. Et c'est comme je vais vous raconter une histoire d'un artiste qui est très connu, qui à un moment donné il dessinait des dessins, etc. Et à un moment donné, les gens disaient oui, mais bon, il faut que tu crées un super-héros. Il avait déjà créé plusieurs super-héros. Il a dit, écoutez, qu'est-ce qu'il va créer comme super-héros? Il s'est dit, ouais, ça serait bien de créer un super-héros qui a des pouvoirs d'une araignée, qui aurait le pouvoir d'une araignée, qui pourrait s'accrocher sur les murs, etc. Ça serait génial. Et son manager est venu, il a dit, mais tu es fou. Il a dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Il a dit, mais c'est trop nul. D'abord, tout le monde déteste les araignées. Personne n'a envie d'une araignée. Quand tu la vois, tu as envie de la tuer. Personne ne va pouvoir imaginer une histoire avec un ado, parce que les ados c'est chiant. Pourquoi est-ce que tu veux créer un super-héros comme ça? Il a dit non, moi je pense que ça peut être intéressant. Et il a créé son personnage qui était Spider-Man, et Spider-Man a eu un succès extraordinaire dans le monde. Et le même manager qui disait que son idée était nulle, il l'a appelé, il a dit écoute, c'est super, il faut qu'on fasse un dessin animé avec notre superbe idée. Donc voilà, quand vous faites mal les choses, les gens vous excluent. Mais quand vous faites bien les choses, les gens s'accaparent ce que vous faites. Et c'est très important de rester focus sur votre vision et de ne pas vous trahir et de se dire quoi qu'il arrive, je vais aller jusqu'au bout. Oui, non, effectivement, c'est vraiment une leçon de ça. Évidemment, de l'extérieur, on ne s'en rend pas compte parce qu'on voit Cinekin qui 4 ans, c'est extrêmement court finalement pour avoir réalisé ce que tu as réussi à réaliser. Je ne sais pas si tu te rends compte quand même de la rapidité avec laquelle tu es arrivé à un stade assez avancé. Alors, il ne faut pas oublier deux choses. Un, je n'étais pas seul. J'avais une équipe, j'avais Dieu avec moi. Et quand vous avez ces deux choses-là avec vous, quand vous croyez en quelque chose, vous pouvez tout accomplir. Donc, j'ai formé des gens,
qui eux, en fait, sont devenus des personnes qui ont développé aussi les compétences à faire des choses incroyables. C'est un petit peu quand vous faites une montre. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert une montre. Il y a plusieurs roues, plusieurs engrenages, et on sent qu'ils donnent l'heure. Mais ce n'est pas un élément qui va donner l'heure, c'est plusieurs éléments qui s'accrochent l'un en l'autre, et vous êtes le chef d'orchestre. Donc, mon rôle à moi était de jouer la musique. Mais je trouvais le bon guitariste, le bon pianiste. Et ensemble, on faisait une mélodie. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un travail qu'il faut faire seul. C'est un travail qu'il faut faire une équipe. Et il ne faut pas avoir honte de se dire qu'on va s'entourer de gens brillants avec qui, ensemble, que même quand je ne serai plus là, la roue va continuer à tourner. Et ça, c'est très important. Que vous portez ou pas une montre, l'heure continue à tourner jusqu'à ce que les pics s'épuisent. C'est comme ça un business qu'il faut le penser. Il faut se dire que même quand je ne suis pas là, il continue à faire son travail. Tout à fait. Et comment tu as réussi à faire en sorte que cette horloge tourne sans toi? Parce que je vois que tu es président, mais tu n'es pas, quand on va au comptoir, ce n'est pas toi qu'on voit. Tout à fait, parce que beaucoup de gens, ça a été un des plus grands, ma plus grande fierté et un des plus grands combats également, parce qu'il fallait amener une autre mentalité à mes frères congolais qui pensaient que le patron, il faut kazakaka, kuna. Donc le patron, il doit être là, sinon donc ça va pas. Il fallait leur montrer que justement c'est nul de penser comme ça. Comment un business peut être bien s'il fait que si vous êtes là, il fonctionne, et si vous n'êtes pas là, il fonctionne pas, c'est que c'est un mauvais business. Aujourd'hui, vous regardez Netflix, mais je peux vous assurer que Netflix, Red Hastings n'est pas en train de coder le film. Donc c'est très important de comprendre cette notion qu'un bon business, c'est un business qui fait que vous arrivez à le faire tourner même quand vous n'êtes pas là, même quand vous n'êtes pas absent. Pourquoi? Parce que vous avez créé du leadership. Vous avez fait en sorte que les gens autour de vous croient à la vision et veulent faire en sorte que quoi qu'il arrive, la vision doit continuer. Et donc, comment est-ce que vous faites pour trouver des gens comme ça et pour arriver à enseigner ça? Une seule chose, la passion. Vous devez trouver des gens passionnés autour de vous. Vous devez trouver des gens dont l'intérêt n'est pas nécessairement ce qui va avoir à la fin du mois, mais de faire en sorte de construire un rêve. Et que ce rêve devienne le vôtre. Et que chacun, après, va construire, va mettre de l'eau sur cet arbre pour qu'il devienne un immense arbre, et grâce à des idées, grâce à des innovations, il faut pousser les gens à avoir des initiatives. Chez nous, quand à Sinekin, quelqu'un a une idée, on fait un tour de table et que chacun développe son idée. Il n'y a personne qui peut se permettre de se dire oui, mais lui, il va m'apprendre quoi? Il n'y a pas cette mentalité chez Sinekin. Chez Sinekin, même une personne qui nettoie qui nettoie le bureau peut participer à une réunion. Une personne qui nettoie la salle peut donner une idée de marketing. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas en train de voir ce que les gens jettent dans la poubelle. Mais si par exemple vous parlez avec cette personne, il peut vous dire « Ah, moi je vois que beaucoup de gens jettent le Sprite, mais on ne vend pas le Sprite. » Mais si vous ne parlez jamais avec cette personne-là, vous n'allez pas savoir qu'il faudrait que j'achète du Sprite puisque les gens veulent ça à l'intérieur, mais ils ne le trouvent pas, ils ne le disent pas. Donc, c'est simplement une question de perspective. Dans une pièce, chacun regarde à un endroit. Là, par exemple, moi, vous voyez ce qu'il y a derrière moi. Moi, je vois ce qu'il y a derrière toi. Donc, ensemble, on voit ce qu'il y a derrière l'un et l'autre. Donc, on peut s'aider. Si quelqu'un arrive derrière toi, je fais attention. Et si quelqu'un arrive derrière moi, tu dis fais attention. Donc l'union fait la force n'est pas juste une belle phrase. C'est quelque chose de très important de comprendre ce que nous on appelle le management collaboratif. Il n'est plus transversal comme le taylorisme où on donne une idée, ça va du haut en bas. Il est à ce niveau-là, quoi, comme un bus. L'idée peut aller de l'avant vers l'arrière comme de l'arrière vers l'avant. Et on met le consommateur au cœur même de notre communication. Et comment tu fais très concrètement pour trouver ces gens passionnés? Parce que le cinéma, si on comprend bien ce que tu dis, les gens n'étaient pas encore habitués au cinéma. Comment toi tu as fait pour trouver les gens suffisamment passionnés, les identifier à Kinshasa? Alors il faut déjà savoir que, je dirais selon moi, il faut savoir déjà que 65% de la population au Congo n'a qu'à moins de 25 ans. Ça c'est une chose. Qui dit jeune, dit en général, est un peu plus motivé. Et 80% selon moi sont très motivés. C'est juste qu'il faut les canaliser. Le Congolais est très motivé. C'est quelqu'un de très motivé. Quand vous voyez quelqu'un qui, toute la journée, arrive à porter quelque chose sur sa tête pour aller vendre dans la rue avec la chaleur, etc., croyez-moi, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui serait capable de faire ça en Occident. Quand vous voyez quelqu'un qui fait le feu avec un casque qui le brûle la tête, mais qui arrive à faire en sorte que la circulation tourne, vous l'insultez, mais lui il transpire, personne lui donne de l'eau, etc.,
Croyez-moi, c'est un travail de quelqu'un de motivé. Le Congolais de base est quelqu'un de très motivé. Ça, c'est quelque chose dans la nature du Congolais. La deuxième chose, c'est que comme tout le monde cherche du travail. Donc ce que nous avons fait en sorte de communiquer un maximum dans les réseaux pour dire qu'on cherchait des gens. Et après, on a fait une méthode de recrutement que nous avons travaillé grâce à mon expérience à avoir travaillé pour des multinationales et grâce à ce goût de pouvoir tout le temps apprendre en ligne, parce qu'aujourd'hui on a quelque chose d'extraordinaire qui vous permet d'apprendre tout en ligne, qui est Google. Et donc j'ai beaucoup appris sur le recrutement, sur la manière dont il faut poser les questions. Par exemple chez nous, quand on fait une offre de recrutement, on a par exemple 500 postulants, mais la première chose que ces 500 vont faire, c'est un contrôle qui va durer 2 heures, comme à l'école. Et sur ce contrôle-là, il y a des questions dont ils n'ont pas accès à leur téléphone, qui sont des questions du genre, pour me voir qu'ils sont passionnés, que ce sera, voilà, dis-moi un peu la différence entre Marvel et DC. Dis-moi la différence entre un film de science-fiction ou un film de fantastique. Donc, c'est comme ça que vous allez voir si la personne est intéressée, s'il est motivé, si il veut travailler au cinéma pour un salaire ou il veut travailler au cinéma parce qu'il aime l'ambiance du cinéma. Donc, c'est par rapport à un recrutement et aussi par rapport à des questions par rapport au milieu du cinéma et permettre de voir si la personne est connectée à ça. Ok. Et de manière générale, alors Cinékin fonctionne très bien. On voit le succès que c'est aujourd'hui. Est-ce que, vu l'apparition du Covid à Kinshasa dernièrement, Cinékin a dû fermer, en tout cas momentanément, ses portes? En tout cas, c'est ce qu'on voit sur la page Facebook. Comment est-ce que Cinékin s'adapte? Est-ce que Cinékin fait autre chose ou bien vous attendez simplement la fin du confinement? Alors, comme je le dis toujours, il y a 2 types de personnalités. Il y a les personnes qui, quand un malheur arrive, subissent le malheur et trouvent une manière de se réconforter dans la difficulté. Ça veut dire qu'on va se dire, bah tiens, il m'est arrivé ceci, je ne sais plus faire ça, je ne vais pas y arriver, moi je ne suis pas comme ça, je n'ai pas ça, etc., etc., etc. Et puis vous avez d'autres styles de personnes qui se disent, une difficulté vous arrive, comment on va surmonter pour se dire que je préfère faire partie de la solution plutôt que du problème. Et quelle est notre solution de notre côté au niveau de Cinékin? C'est de se dire, écoutez, on ne peut plus amener les gens vers le cinéma, mais on va amener le cinéma vers les gens. Et c'est pour ça que nous avons mis en place la création d'une plateforme VOD qui va permettre d'offrir le meilleur du contenu numérique aux gens par rapport au cinéma. Donc voilà, ça c'était par rapport à notre notre solution de faire les choses. Donc on est en train de développer une plateforme VOD qui va permettre aux gens de voir du contenu digital, etc. Donc essentiellement congolais, parce que notre but, nous n'oublions pas, est de promouvoir l'industrie culturelle cinématographique congolaise pour que les gens puissent pouvoir voir notre œuvre, notre manière de vivre, notre mode de consommation et voir comment les gens sont au Congo tout simplement. Et on essaie de se rapprocher à chaque jour vers cette vision. Ok, pour ceux qui nous écoutent, la VOD, c'est la vidéo à la demande. Donc typiquement, vous êtes devant votre écran, vous décidez du film que vous voulez regarder et vous le streamez, vous le regardez sans avoir dû attendre un horaire ou un autre. Peut-être qu'on peut donner l'adresse de la page. Il y a déjà une page Facebook, si je ne me trompe pas. Donc c'est Cinékin Play. Donc sur Facebook, il vous suffit de taper Cinékin Play et vous devriez pouvoir trouver la page tout de suite. Allez liker parce que c'est là-dessus que vous irez trouver la plupart des informations, je suppose, lorsque ce sera prêt et qu'on pourra commencer à consommer des films dessus. Est-ce qu'il y a déjà une date ou une période à laquelle on peut s'attendre à quelque chose? Je dirais que c'est prévu pour 2020. On est toujours en train de travailler sur la date. Ok. Si parmi ceux qui nous écoutent, il y a la moindre question, n'hésitez pas. Moi, je vais revenir très très brièvement, Steve, sur les différentes phases d'investissement que tu as dû solliciter, parce que ça intéresse évidemment beaucoup de gens au Congo. Tu sais bien que beaucoup de gens se disent qu'il n'y a pas d'argent et qu'on ne peut pas en trouver, donc on ne peut pas entreprendre. Comment toi tu as fait? Parce qu'on pourrait dire que Cinékin, c'est un projet pharaonique.
et donc il faut réunir les fonds. Tu as dû réunir des fonds. Comment tu as fait beaucoup plus concrètement, si tu peux nous expliquer? Alors moi j'aime dire que j'ai fait le parcours classique d'une levée de fonds, c'est-à-dire d'abord ce qu'on appelle le Love Money, c'est le Friends Family Food. Donc c'est aller trouver des personnes que je connais, aller trouver auprès de moi des gens qui sont capables d'injecter quelque chose dans un projet. Alors comment j'ai fait ça? D'abord j'ai repris contact avec des personnes sur mon Facebook avec qui je ne parlais plus. On a tous beaucoup de gens sur notre Facebook ou Instagram, et à un moment donné il faut se poser la question, qu'est-ce que ces personnes me rapportent, et comment est-ce que je peux tourner cette grande base de données de gens en quelque chose qui peut faire en sorte que je peux évoluer, et que à charge de revanche moi aussi je le ferai, quoi. Et donc par rapport à ça, donc j'ai entretenu une relation avec plus ou moins 800 personnes pendant 3 semaines. C'est-à-dire que je parlais plus ou moins avec 150 personnes toutes les semaines, et de temps en temps j'augmentais, donnais des objectifs, des personnes avec qui je ne parlais plus, et je leur parlais tous les jours, de tout sens de mon projet, pour qu'on recrée une relation. Et à un moment donné, je leur ai posé la question à plusieurs de ces personnes-là, en leur disant, écoute, dis-moi, si un jour on se voyait dans un bar ou dans une boîte de nuit ou quelque part, est-ce que tu penses que tu pourrais m'offrir un verre? Alors évidemment, ils ont dit ça, ils disent, oui, pourquoi pas. Tu mettrais combien pour me payer un verre? Ben écoute, c'est combien une plus petite, je sais pas moi, une bière, c'est 3 dollars ou 6 000 francs ou 2 000 francs. Je dis ok. Alors au lieu de me donner l'argent pour acheter une boisson fermentée, pourquoi est-ce que tu me le donnerais pas pour pouvoir créer quelque chose qui me permettrait de créer vraiment du rêve ici, au Congo? Wow. Alors les gens, évidemment, ils se disaient waouh, ouais, écoute, pourquoi pas? Alors je leur donnais une date précise en disant écoute, tel jour je vais lancer une cagnotte en ligne. Si tu peux, je peux vraiment compter sur toi, ça serait vraiment super, etc. J'ai commencé à communiquer avec des personnes qui, le jour où on a lancé notre campagne de crowdfunding, on a levé au total 13 000 euros, non 11 000 euros, mais on l'a levé en 48 heures. Donc dès qu'on l'a lancé, tout le monde s'est rué dedans, et parce que je disais à chaque personne, écoute, c'est très important que tu le fasses les premières minutes, c'est super important. Et quand ils me demandaient pourquoi, je leur disais, écoute, c'est très simple, quand tu vas dans une boîte de nuit, qui a envie d'arriver quand il y a personne? Personne. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, c'est que les premiers potes, ce soit les premiers à arriver, comme ça quand les gens arrivent, ils se disent qu'il y a déjà du monde. Donc c'est très important, et j'ai dit ça à tout le monde. Et donc forcément, dès qu'on l'a lancé, tout le monde est venu, ils ont mis leur premier fonds. Ça a été la première étape. Ensuite, j'ai demandé aussi à des personnes avec qui j'étais à l'église de mettre de l'argent dans le projet. J'ai été demandé à des amis avec qui j'ai étudié. Et donc, petit à petit, je levais des fonds. J'ai été voir des communautés libanaises, puisqu'on me disait les Libanais donnent pas au Congo. Donc, je me suis dit, c'est parfait. Comme ça sera la première fois, et puisque personne ne leur demande peut-être. Et j'ai été leur demander, ils ont mis. J'ai été voir les communautés indiennes, ils ont mis. J'ai été voir les communautés caucasiennes qui ont mis. Et donc, petit à petit, je toquais dans toutes les portes. Évidemment, il y en avait peut-être 10 qui disaient non, mais il y en avait peut-être 2 qui disaient oui. Donc c'était comme ça. Donc ça n'était pas facile, ça a pris 8 mois, mais petit à petit, on a fini par lever des gros montants, parce qu'une salle de cinéma coûte très cher. Ça coûte vraiment très cher, ce n'est pas ouvrir un restaurant, ça coûte vraiment, on parle de centaines de milliers de dollars. Donc ça demande forcément des fonds. Et donc, et petit à petit, donc on a été levé auprès de Business Angels. Une fois qu'on avait prouvé que le business fonctionnait, donc on a fait une première année au Boboto où on était ouvert que 2 jours par semaine. Ça a permis de montrer que il y avait un marché. Ça, on a fait 250 000 $ la première année. Et donc grâce à ça, on a pu après relever d'autres fonds pour aller plus loin. C'est assez impressionnant, c'est vraiment dingue. On ne s'attend pas du tout à ce type d'histoire. En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. On va bientôt terminer parce qu'on sait que tu es extrêmement occupé, d'autant que tu as une course extrêmement importante à finir là. On va juste te demander, comme on pose la question à tous les invités, la question de l'autre invité, à savoir, donc c'était Save the Children, qui te pose la question de savoir dans quelle mesure il ne pourrait pas, donc Save the Children, l'organisation internationale, faire un partenariat avec Cinekin pour faire découvrir le cinéma au plus d'enfants possible, quel que soit leur statut. Est-ce que tu serais partant pour ce genre de choses? Est-ce que tu le fais déjà, peut-être? Je me suis trompée dans la question. C'est apporter le cinéma aux enfants là où ils se trouvent, c'est ça? C'est tout à fait possible. Ça fait partie de nos projets. C'est que ça demande un financement. Parce que le matériel qui permet de déplacer une salle de cinéma coûte plus cher que le matériel qui permet d'avoir un matériel fixe.
Donc c'est comme une caravane et une voiture. La caravane coûte forcément plus cher que la voiture parce que c'est toute une maison que vous faites déplacer. Donc c'est tout à fait possible, mais ça demande des fonds, ça demande du temps. Mais nous sommes sûrs et certains que nous finirons par atteindre l'objectif de pénétrer les zones où les gens n'ont pas accès au cinéma pour pouvoir leur amener la culture du 7e art. Sublime. Merci pour elle. On lui transmettra l'info. Et la toute dernière question, c'est l'après-Covid. Comment est-ce que tu vois l'après-Covid pour le secteur du cinéma en RDC, dans le monde et de manière générale, la manière dont les gens vont se comporter après le Covid? Moi, je pense que l'humanité, j'ai foi en l'humanité. Hein, c'est aussi important d'avoir foi à notre espèce humaine. J'ai foi en l'humanité. Je pense que nous allons passer au-dessus de ça. Ça va prendre peut-être du temps. Il faudra le reconstruire ensemble. Il faudra redonner une meilleure image de l'industrie du cinéma. Vous savez, une fois qu'il y a eu à l'époque, lorsque tout le monde a entendu parler de la crise du 11 septembre, mais plus personne au début se disait oui, les compagnies d'aviation, ça va être compliqué, etc. Mais aujourd'hui, les gens ont repris l'avion, mais il y aura des mesures. Donc je pense que ça aura des conséquences, mais positives. Donc ils vont nous permettre de donner des meilleures mesures d'hygiène, des meilleures mesures de précaution qui vont permettre à rassurer notre public que quand ils sont dans une salle de cinéma, toutes les mesures de sécurité sont prises. En tout cas déjà au départ du Congo. Je pense que ça va être la même chose dans les autres pays en Europe et en Orient qui vont permettre justement de rassurer leurs spectateurs. Je pense également que ça va créer de nouvelles opportunités. Ça va permettre de faire en sorte que des gens voient d'autres solutions. Parce que c'est ça, en fait, le génie de l'homme, c'est être face à une situation. Comme disait Théodore Obenga, je ne sais pas si vous le connaissez, la plupart des gens le connaissent, mais bon, c'est une personne très intéressante qui a écrit avec Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture. Il disait que le génie de l'homme est lié au fait que face à un problème, il trouve des solutions. Et c'est ça qui est important. Il voit un lac, il se dit, mais j'ai envie d'aller sur l'autre bout de terre, il va créer une pirogue. Parce qu'il se dit, moi, je ne peux pas aller en nage, mais ce bout de bois, je le vois flotter, eh ben, je vais le faire. Mais au départ, il vivait peut-être sur de la terre, donc il ne pensait pas à faire une pirogue. Donc aujourd'hui, moi, je pense que les Congolais les plus forts, les Congolais les plus génies, tous les entrepreneurs, tous ceux qui ont cette âme de vouloir créer quelque chose, vont trouver des initiatives extraordinaires face au Covid-19 qui vont permettre d'améliorer la vie pour eux, mais surtout d'eux. Et donc, je reste positif sur le fait que ça va créer de nouveaux entrepreneurs, ça va créer des nouveaux produits et des nouveaux marchés. Allez, écoute, merci encore énormément. Il y avait une toute petite question, mais à laquelle je ne sais pas si tu as le temps pour y répondre. Il y a une question de Andy Katamboué qui t'a été posée, de savoir si tu as décidé de te consacrer au secteur du cinéma parce que tu étais passionné ou simplement parce que tu as fait une étude du milieu et que le cinéma est tombé comme la meilleure chose à faire à Kinshasa à ce moment-là. Je dirais que j'ai fait les deux. D'abord, il faut savoir que moi j'aime le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma, comme il y a des gens qui aiment les voitures, il y a des gens qui aiment sortir, il y a des gens qui aiment les boissons, il y a des gens qui aiment les timbres. Voilà. Moi j'adore le cinéma. Si je peux regarder un film en dormant et pendant que je dors je regarderai un film, je le regarderai. La synopsis, les réalisateurs, les producteurs, le photographe. Je sais pas si tout le monde sait par exemple qu'il y a un photographe dans les films. Ben oui, il y en a. Donc voilà, je m'intéresse à tout. Et quand je suis arrivé dans un pays où je me suis dit que tiens, ce que j'aime le plus, eh ben, il n'y en a pas, je me suis dit qu'il y avait d'autres gens qui ont mis de foncer là-dessus. Et ensuite, j'ai fait mon étude et je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme marché. Et c'est comme ça que je me suis dit, ça m'a conforté pour aller dans mon idée. Donc, voilà. Pas juste la passion, aussi la technique derrière, et tu n'as pas fait les choses juste comme ça sur un coup de tête, quoi. Ça a commencé par un coup de tête. Hein. La plupart des entrepreneurs commencent sur un coup de tête, puisque c'est d'abord dans votre esprit. Ça n'existe pas, il n'y avait pas de terrain, je ne savais pas qu'il y avait Boboto, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait, je ne savais pas où avoir les droits, je n'avais rien. C'était d'abord dans ma tête, c'est un coup de tête évidemment. Mais le coup de tête, c'est comme quand vous enfoncez un clou, le mouvement suit. Donc c'est la même chose, donc il faut pouvoir avoir une idée claire de là où on veut aller, et puis après, votre esprit va tout faire pour que vous ameniez vers cet objectif. Ok, eh bien en tout cas merci encore beaucoup. Il y a d'ailleurs un merci beaucoup de la personne qui a posé la question. La semaine prochaine on retrouve toute une série d'intervenants qui sont beaucoup plus proches du secteur de l'événementiel. Ils vont nous expliquer un petit peu comment ils vivent cette interruption fortuite, hein. Et entre-temps on remercie encore beaucoup Steve Munga et bien entendu l'adresse de Cinekin Play vous sera
sera transmise dans les stories de l'émission dans quelques instants. Merci encore, Steve. De rien, au plaisir, au revoir. Au revoir.